Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Étienne Bimbenet. Bienvenue au Club des Vigilants. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Étienne est un ancien élève de l'École normale supérieure. Il est actuellement professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Alors, on est très content de recevoir un philosophe pour un sujet qui prend beaucoup d'importance dans l'actualité et que vous allez nous aider à comprendre et peut-être à approfondir. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître qui s'appelle « Le complexe des trois singes ». Essai sur l'animalité humaine. Et je rappelle aussi que ce livre a été distingué du Grand Prix des rencontres philosophiques de Monaco, qui, je crois, est un prix assez prestigieux dans votre discipline. Alors, quelques mots sur le thème retenu avant de vous passer la parole. On a appelé cette matinale « L'homme, un animal comme les autres, point d'interrogation ». Ce qu'on voit dans l'actualité à travers de nombreux exemples, c'est une sorte de préoccupation grandissante, voire obsédante pour la cause animale. Alors, qui prend beaucoup de déclinaisons. On a vu récemment dans l'actualité les excès du véganisme, je pense que c'est un exemple. En venant ce week-end, je voyais la une du Monde diplomatique qui était l'animal, un citoyen comme les autres, point d'interrogation. On pourrait citer, j'avais aussi relevé un exemple assez drôle qui était le conflit juridique qui a opposé un singe qui avait pris un selfie avec l'appareil d'un photographe. Et donc, c'est posé la question de savoir à qui appartenaient les droits d'auteur. Donc, il y a eu un jugement. Le jugement a été rendu, qui a dit qu'il n'appartenait pas au macaque en question. Mais je ne sais pas si les juges, à cette occasion, ont utilisé le nouveau code juridique du droit animal qui a été récemment rédigé. Voilà. Tous ces exemples montrent qu'il y a une tendance extrêmement prégnante et là-dessus, c'est là-dessus qu'on voudrait vous entendre, avec en toile de fond cette question, dans le fond, est-ce qu'il y a une continuité entre l'espèce humaine et l'espèce animale? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'il y a une seule espèce? Et il y a beaucoup d'arguments qui tendent en ce sens, notamment la reconnaissance ou même la connaissance scientifique de plus en plus précise sur la sensibilité des animaux. Alors, est-ce qu'on est face à une vérité qui se révèle à nous ou est-ce qu'on est face un peu à une dérive, à une tendance, à une mode un petit peu envahissante? Bon, merci pour votre accueil. Je vous remercie. Je suis d'autant plus heureux de vous rencontrer que vous êtes des vigilants et que je suis sûr que vous portez sur l'époque un regard affûté. Je suis heureux parce que je pose dans cette question une question qu'à mon avis un philosophe devrait se poser au moins une fois dans sa vie, c'est-à-dire la question du diagnostic sur l'époque. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Le fait de lever la tête et de dire qu'est-ce qui nous arrive, quelles sont ces différentes révolutions que nous sommes en train de vivre ou de subir, et en quoi transforme-t-elle l'image de l'homme, par exemple. Et cette question, je me la suis posée à l'occasion d'un étonnement renouvelé depuis que j'écris sur l'homme et l'animal. En général, je suis invité pour des conférences accompagnées, la plupart du temps, d'un animaliste ou d'une animaliste convaincue. On m'accole à une végane ou une animaliste, et puis je suis un peu le mauvais coucheur qui dit bah non, on n'est pas des animaux, et puis l'animaliste dit bah si, quand même, la frontière s'efface, les propres de l'homme sont une vieille chose dont on ne veut plus entendre parler. Et depuis quelques années, à chaque fois, dans ce type de conférence, je m'aperçois, non sans étonnement, que la thèse continuiste de mon acolyte animaliste recueille un véritable succès et que moi, disant mais non, la différence reste radicale, je recueille un assentiment poli, pour le dire de cette manière. C'est-à-dire que la sensibilité, de manière assez profonde, je crois, est en train de changer sur cette question. Vous l'aurez remarqué, on ne compte plus les premières de couverture de magazines grand public ou de magazines de vulgarisation scientifique grand public, nous apprenant que la frontière s'efface entre l'homme et l'animal parce que nous avons découvert qu'ils avaient la culture, ils avaient la technique, ils avaient une morale, ils avaient une politique, ils ont tout ce que nous pensions avoir et
nous n'avons plus rien de spécifiquement différent. Alors je me suis posé cette question, mais que nous arrive-t-il aujourd'hui pour que nous nous complaisions autant dans cette idée que la différence s'efface et qu'au fond nous sommes des animaux comme les autres. Nous serions des animaux comme les autres. La différence, nous dit-on à longueur de journée, ne peut être qu'une différence de degré et non pas de nature. Et disant cela, en général, on convoque une phrase célèbre de Darwin. Une différence de nature serait nécessairement métaphysique, une différence de degré reste une différence biologique. Ou bien encore, nous sommes séparés des animaux comme une espèce est séparée d'une autre. Et donc la différence entre l'homme et l'animal ne peut être qu'une différence spécifique, et donc encore une différence biologique. Et donc lorsqu'on évoque cette différence anthropologique, cette différence entre l'homme et l'animal, en général, on efface la différence et on en fait une petite différence biologique. Je me suis posé cette question, notamment je me souviens d'un étonnement, j'enseignais à Lyon avant d'enseigner à Bordeaux, et je me souviens qu'au musée des Confluences, vous avez peut-être entendu parler, ce grand musée à la fois d'histoire naturelle et ethnologique, qui est un peu une reprise du musée Guimet en province. Le musée des Confluences réserve une salle entière à la place de l'homme dans le vivant, dans la maille du vivant, c'était l'expression, la maille du vivant. Et on voit une grande maille avec toutes les espèces, depuis les espèces végétales jusqu'à l'humain. Et puis l'homme est quelque part situé dans ce fouillis biologique. Et là, je tombe sur ce cartel qui nous dit « Un animal particulier », c'est le titre, pour nous définir. L'être humain a développé des spécificités sur de nombreux caractères tels que le social, le cognitif, la conscience de son corps, etc. Alors là, manifestement, le rédacteur a le sentiment d'en avoir dit trop, et donc il ajoute tout de suite « De telles spécificités ne font pas de lui un être à part, juste un animal particulier, au même titre que les autres. » Vous voyez la hâte à dire que surtout, il n'y a pas de différence. La crainte de séparer, comme si la grande différence faisait peur et comme s'il fallait se rabattre sur des différences gentilles. Alors je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que cette flagellation en quelque sorte, ou inversement la promotion de l'animal en être humain comme les autres, on pourrait dire, au prix la plupart du temps de ce qu'on appelle en philosophie une véritable autocontradiction performative. Autocontradiction performative, c'est-à-dire je dis quelque chose, mais le fait de le dire contredit le contenu de mon dire. Je dis que la science nous a appris, l'éthologie, la primatologie nous ont appris que nous étions des animaux comme les autres. Le contenu du discours, c'est que nous sommes des animaux comme les autres, mais la forme de mon discours, c'est une forme extraordinairement instruite par une science spécifiquement humaine et qu'aucun animal n'a jamais approché de près ou de loin. De même, si je suis antispéciste, je dirais nous sommes des animaux comme les autres. Nous sommes des animaux comme les autres et les animaux sont comme nous des êtres dignes d'un respect absolument égalitaire. Mais la forme de mon discours est une forme moralement très instruite qu'on ne trouve chez aucun animal. Aucun animal ne plaide la cause d'une espèce lointaine ou de toutes les espèces sentientes, de toutes les espèces sensibles. Et donc là, l'homme disant nous sommes des animaux comme les autres s'auto-contredit en permanence. On pourrait dire qu'il n'y a pas plus humaniste qu'un vegan au sens où il n'y a pas plus spéciste qu'un vegan qui mène un combat spécifiquement humain et d'une certaine manière très, très moral. Alors, j'ai, d'une certaine manière, affûté un discours un peu critique à l'égard de cette sensibilité d'époque et j'ai entrevu 3 types de dossiers différents, d'où mes 3 singes, le complexe des 3 singes. Vous aurez reconnu les 3 singes de la sagesse dans le bouddhisme chinois en particulier, puis japonais. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Et j'ai repris, c'est simplement une figure pour dire qu'il y a 3 distorsions, 3 types d'aveuglement qui nous font dire que nous sommes des animaux comme les autres et que la différence s'efface. Premier singe ou première motivation, c'est un certain type de savoir ou une certaine organisation du savoir, je pense, qui joue un rôle considérable dans cette histoire. Et donc c'est une motivation de type épistémique, on pourrait dire. Chaque fois que nous lisons par voie de presse que la frontière s'efface, en réalité, c'est un biologiste ou un scientifique des sciences de la vie ou de la nature qui s'exprime, et non pas un linguiste ou un sociologue ou un psychologue. À chaque fois, ce sont les sciences de la vie qui posent que la frontière s'efface.
Autrement dit, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler un naturalisme, une façon de configurer l'ensemble du savoir, depuis le modèle des sciences de la nature. Par exemple, une phrase qui est constamment alléguée dans ce type de discours, une phrase qu'on retrouve en permanence, c'est le fameux coefficient d'apparentement génétique de 98,4% de gènes que nous avons en commun avec les chimpanzés. Les chimpanzés communs, c'est-à-dire non pas les bonobos, mais les chimpanzés communs. Nous partageons 98,4% de nos gènes avec les chimpanzés. C'est une phrase qui revient en permanence, qui consiste à dire, regardez, nous sommes presque les mêmes. Il y a 1,6% de gènes qui nous distinguent du chimpanzé. La différence est minime. Mais ce qui est sous-entendu dans ce type de phrase qu'on retrouve en permanence, c'est à l'entrée des articles qui disent que la frontière s'efface, cette phrase qu'on retrouve en permanence, en réalité, suppose tout simplement que la génétique est l'essentiel d'une vie humaine. Et que tout ce que nous apprenons par voie culturelle, par apprentissage, par l'école, par l'imitation, tout cela n'est pas grand-chose. Donc il y a un présupposé qui est massif dans ce type de discours et qui fait que nous n'entendons pas beaucoup ce que disent les sciences humaines. Par exemple, il y a un primatologue qui est très connu, que vous connaissez sans doute, Frans de Waal. Frans de Waal, qui est un primatologue hollandais et qui fait toute sa carrière aux États-Unis, qui a été distingué comme un des hommes les plus influents, un des intellectuels les plus influents de ce début du XXIe siècle, qui nous a appris il y a quelques années qu'il y avait des politiques stratégiques chez les chimpanzés, des politiques de domination, mais aussi surtout de réconciliation, qu'il y avait aussi une morale du chimpanzé, une morale d'empathie, et Frans de Waal plaide pour un retour à nos origines simiesques, pour montrer que le singe en nous, comme il le dit, c'est le titre d'un de ses ouvrages, le singe en nous, ça n'est pas que la rivalité, la domination, la compétition, c'est aussi l'empathie, c'est aussi une certaine morale altruiste. Mais ce qui est sous-entendu dans le type de discours de Frans de Waal, c'est qu'au fond, il n'y a pas grand-chose de nouveau chez l'être humain. Par exemple, du point de vue de la morale, l'essentiel de la morale, c'est l'empathie, telle qu'on la trouve chez les chimpanzés. Ce qui vient après, ce n'est pas grand-chose, au fond. L'essentiel de la politique, c'est la domination, la réconciliation, mais ce qui vient après chez l'humain, ce n'est pas grand-chose. Or, il y a quelque chose dans la politique humaine qui est essentiel à cette politique. Vous trouverez en toute politique et que vous ne trouverez jamais dans une politique chez les chimpanzés, par exemple, ce qui est essentiel, c'est le thème de la légitimité. Tout pouvoir, quel qu'il soit, aucun pouvoir au monde ne dira, ou aucun dictateur, même le plus forcené, ne dira « je suis le plus fort, il faut m'obéir parce que je suis le plus fort ». Aucun Kadhafi, aucun Pinochet ne dira « vous m'obéissez parce que je suis le plus fort ». Le Kadhafi ou Pinochet ont toujours dit « je suis là pour votre bien ». Un dictateur légitime son discours par un ordre des raisons. Il parle pour légitimer son discours, pour montrer que pour légitimer son discours et puis pour montrer que son pouvoir est bon pour son peuple. Ce discours de la légitimité, spécifiquement humain, c'est ce qui s'oublie chez un Frans de Waal. Il y a trois sciences qui, en particulier, configurent une forme de panorama mental qui est en train de s'installer dans les esprits, si je puis dire, qui est un panorama naturaliste, profondément naturaliste, à travers un oubli des sciences humaines, encore une fois. Ce qui s'impose, c'est d'abord la biologie de l'évolution, nous dit l'essentiel, et c'est vrai, nous venons de certains primates, d'une certaine manière, nous sommes des primates perfectionnés, il ne s'agit absolument pas de le nier, nous sommes issus d'une très longue évolution de 6 ou 7 millions d'années qui nous a transformés. Mais autant on peut savoir ça, autant on peut se méfier d'une image qui donnerait tout, une image de l'homme qui donnerait tout à cet héritage évolutif et en particulier à l'héritage génétique. Le gène s'est installé comme ce qu'on pourrait appeler une icône culturelle. C'est une expression qui est employée outre-Atlantique aux États-Unis quand certains intellectuels ou philosophes prennent un certain recul par rapport à ce tout génétique. C'est rassurant d'une certaine manière, sans doute, de dire que les gènes font l'essentiel de notre vie. C'est rassurant, mais d'une certaine manière, c'est faux aussi. C'est une moitié de la vérité, mais on ne peut pas oublier que la vie, animale aussi, mais en particulier humaine, c'est aussi des apprentissages, c'est aussi du discours, c'est aussi des actes de responsabilisation qui font que nous ne sommes pas tout entiers nos gènes. Il y a une seconde icône culturelle, un second fétiche, on pourrait dire, qui s'installe, c'est le cerveau. Et là, vous aurez remarqué que, là encore, de manière
dans une forme d'atmosphère intellectuelle. Depuis une vingtaine d'années, je dirais, le cerveau s'est installé comme une partie prenante de l'image de nous-mêmes de manière extrêmement centrale. Il s'est installé en particulier à l'occasion d'un nouveau paradigme du côté scientifique, qui est le paradigme cognitiviste. Cognitivisme, c'est cette façon de repenser la psychologie à partir des sciences de traitement de l'information, à partir de l'informatique, et puis il y a toutes sortes de courants de psychologie cognitive qui explorent cette filiation, et en particulier, cette psychologie cognitive, au début des années 80, elle a opéré une forme de greffe sur les neurosciences, sur les sciences du fonctionnement cérébral, qui font qu'on parle de neurosciences cognitives, qui sont extrêmement puissantes aujourd'hui, dans l'explication de nos comportements. Si vous êtes psychiatre, si vous êtes psychologue, si vous êtes psychologue scolaire, etc., vous rencontrez le discours cognitiviste, le discours de traitement de l'information partout. Il s'est installé et d'une certaine manière, il phagocyte en quelque sorte les sciences humaines. Alors il y a des vrais gains, c'est assez passionnant, puis en même temps, il y a parfois une vision assez unilatérale de l'humain qui s'installe, en particulier qui donne l'essentiel au cerveau, l'essentiel du discours sur l'humain, qui le donne au cerveau, au prix en général d'une forme de glissement grammatical assez dommageable, qui consiste à dire, au lieu de dire c'est moi qui parle avec mon cerveau, en quelque sorte, par l'entremise de mon cerveau, je dirais mon cerveau parle en quelque sorte. On parle du cerveau du déprimé, le cerveau du criminel, comme si le cerveau était lui-même un cerveau criminel ou déprimé, comme si le cerveau était lui-même l'agent grammatical, en quelque sorte, le sujet de notre vie. Non, le sujet, c'est moi qui parle. Puis évidemment, il faut un cerveau pour parler, on est tous d'accord. Mais hausser le cerveau au rang de sujet grammatical, c'est un glissement qui est parfaitement contestable. Et puis il y a une troisième science qui a toute sa part dans cette nouvelle image naturaliste de l'humain, c'est la primatologie. Je vous en parlais à l'instant, avec Franz de Waal en particulier. Sauf que les chimpanzés, de plus en plus, nous accompagnent en quelque sorte dans notre façon de nous réfléchir nous-mêmes et de nous réfléchir en quelque sorte à distance de nous-mêmes, comme s'ils détenaient un peu le secret de notre humanité. Et c'est au même titre que les gènes ou le cerveau, un nouveau fétiche en quelque sorte qui s'installe et qui participe de notre image de nous-mêmes. Le point commun, si je puis dire, aux gènes, au cerveau et aux chimpanzés, le point commun à ces trois fétiches, c'est que d'une certaine manière, ils nous dépossèdent de nous-mêmes. À travers eux, nous sommes en quelque sorte devenus, ou en passe de devenir, les spectateurs de notre humanité. Si je veux savoir qui je suis, bien, la science génétique, primatologique, les neurosciences m'apprennent ce que c'est qu'un être humain. Et en quelque sorte, je suis au spectacle. Alors qu'au contraire, s'il y a bien quelque chose qui appartient en propre aux sciences humaines, en partie, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas tout le discours des sciences humaines, mais en partie, il y a cet ingrédient irréductible des sciences humaines, c'est que c'est un discours en première personne. Les sciences humaines ne cessent de revenir en quelque sorte, périodiquement, à ce qu'on appelle de la compréhension, de la signification, ce qu'on pourrait désigner comme un discours en première personne. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que c'est que parler ? Qu'est-ce que c'est que apprendre, etc. Ces questions-là, ces questions en première personne sont essentielles au discours des sciences humaines. Et c'est ce qui peut se perdre lorsque nous nous faisons spectateurs de nous-mêmes dans ce grand naturalisme contemporain. Donc ça, c'est un premier dossier, le dossier épistémique en quelque sorte, le dossier du rapport au savoir, un rapport fortement naturaliste. Il y a un deuxième dossier, une deuxième motivation, je pense, assez différente et qu'on rencontre en permanence aujourd'hui, qui est le dossier moral, une motivation morale. L'idée est assez simple, on pourrait la définir de la manière suivante. Pendant des siècles et des siècles, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, cette façon de séparer l'homme du reste des vivants, de manière hiérarchique, en disant il a été créé à l'image de Dieu, du Dieu unique, et donc il est unique au milieu des créatures, ou bien en un sens cartésien, il possède un esprit au-delà du corps, et donc il est en quelque sorte séparé du reste des animaux, qui sont des animaux machines, etc., etc. Il y a plusieurs configurations, mais à chaque fois on sépare et on ordonne, on le met en position d'éminence. Cet anthropocentrisme a légitimé l'exploitation de l'animal, a légitimé le pire en quelque sorte, c'est-à-dire l'exploitation, et aujourd'hui exploitation industrielle ou l'expérimentation en laboratoire. Et donc c'est cet anthropocentrisme qui est coupable. Et c'est cette séparation radicale qu'il faut abolir.
Donc ce deuxième singe nous dit qu'il faut cesser d'être anthropocentrique, qu'il ne faut plus offenser l'animal en nous séparant de lui. On touche ici à un terme en quelque sorte qui est un terme d'époque, si je puis dire, qui est le terme de la discrimination. On ne veut pas discriminer. C'est-à-dire discriminer, c'est séparer et offenser à la fois. Et pour cette raison, je peux te nuire. Ou je te nuis par cette différence même. Alors là aussi, je pense qu'on peut répliquer à cela que séparer, reconnaître une différence radicale n'est pas forcément offenser. Et qu'on peut parfaitement, c'est ce que je fais dans mon ouvrage, notamment dans le dernier chapitre où je tente une éthique animale dans la différence. On peut parfaitement reconnaître qu'une différence est radicale, nous sépare des animaux, et en même temps adoucir le sort fait aux animaux, réformer le statut de l'animal et aller vers une amélioration de leurs conditions de vie. Et donc, on peut respecter dans la différence. Alors ce dossier il est intéressant parce qu'il nous mène vers quelque chose de très concret, de très viscéralement concret dans nos vies, qui est la sensibilité. Pour le dire assez simplement, nous sommes devenus sensibles à la sensibilité des animaux. Cette sensibilité nous incombe, elle nous touche. Nous savons qu'ils sont sensibles, nous savons qu'ils sont sentients, comme on le dit de plus en plus. La sentience, en anglais, est au cœur des différentes éthiques animales. Les éthiques animales, elles naissent dans les années 70, en Grande-Bretagne et puis très vite dans le monde anglo-saxon. Le grand best-seller des éthiques animales, c'est Peter Singer, La libération animale. Et puis ensuite, il y a différents courants, notamment le courant des droits des animaux. Mais quels que soient ces courants, le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est cette phrase de l'utilitariste Jeremy Bentham, fin XVIIIe siècle, qui dit « La question n'est pas de savoir si il raisonne, s'il parle, s'il pense. La seule vraie question, c'est de savoir s'il souffre. » Et c'est vrai que là, on est requis en quelque sorte par la sensibilité des animaux immédiatement, plutôt que de savoir si ce sont des singes savants ou s'ils ont des capacités cognitives incroyables. C'est ça qui est au centre. Alors, cette sensibilité, je pense qu'il y a deux choses à dire sur ce fait que nous soyons devenus sensibles à leur souffrance comme jamais auparavant. D'abord, on peut proposer une analyse assez proximale, assez simple, et interroger ce qui a changé récemment dans nos relations avec les animaux. Et je dirais qu'il y a deux choses qui convergent. Il y a d'une part le fait que nous vivons de plus en plus avec ce qu'on appelle des animaux de compagnie. Des animaux de compagnie. Petits animaux qu'on aime, qu'on cajole, avec qui on dépenserait sans compter pour leur nourriture, avec qui donc s'instaure une forme de relation sensible, justement, de sensibilité heureuse. Et puis il y a les autres, en quelque sorte. Il y a ceux qu'on exploite. Il y a les animaux de batterie, les animaux de rente, comme on dit, et en particulier d'exploitation industrielle. On parle en éthique animale de schizophrénie morale. Schizophrénie morale. Il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on mange. Puis parfois, c'est les mêmes, d'ailleurs. Vous racontez à un enfant une histoire avec un petit cochon tout rose, tout gentil, qui a un nom, qui parle dans l'histoire, et puis 10 minutes après, on est à table et on mange du jambon. Et c'est très très compliqué pour un enfant de comprendre que ce qu'il est en train de manger, c'est du cochon, c'est un cochon qui a eu sa vie comme dans l'histoire. Donc il y a une forme d'étanchéité radicale entre ces deux mondes-là, comme plus généralement entre nos animaux de compagnie ou tous les animaux très anthropomorphes que nous rencontrons dans les dessins animés, par exemple, qui ont une importance considérable, je pense que ça joue aussi, et les animaux que nous mangeons et que nous exploitons. Mais le point commun, si je puis dire, le point commun entre ces deux, entre le prolétariat animal et puis l'aristocratie des animaux de compagnie, le point commun tout de même, c'est la sensibilité, heureuse ou malheureuse. Nous aimons les uns et nous souffrons en quelque sorte de savoir que les autres sont exploités. Nous avons une sensibilité très malheureuse, très coupable en quelque sorte, avec les animaux en batterie. D'une certaine manière, ce lien de pure sensibilité est un peu irréel, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est pas des animaux avec lesquels on fait des choses comme on le faisait à la ferme, comme le fait un aveugle qui vit toute la journée avec un chien, ou un guide avec son chien, ou avec son Saint-Bernard, etc. Il y a toutes sortes d'animaux avec lesquels on fait des choses bien très concrètes. Bon, là, c'est un pur lien de contemplation, de sensibilité heureuse et malheureuse, vous voyez, mais c'est plus vraiment
ce lien un peu concret, un peu réel, qui a pu exister par le passé et qui, d'une certaine manière, se perd beaucoup en particulier les jeunes générations. Bon. Donc c'est une première chose, je dirais, la sensibilité s'est installée au centre, peut-être au détriment de liens plus effectifs et plus concrets. Et puis autre chose, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans cette question, c'est, au-delà de cette analyse proximale, c'est peut-être une analyse un peu plus générale. Il me semble, alors c'est une analyse très générale et de type politique. Il me semble qu'au fond, la vraie question, lorsqu'on se soucie du sort des animaux, sur ce mode sensible, une question politique, au sens très général. Je pense que quelque chose a changé dans le politique, le rapport très général de l'homme à l'autre homme, selon des règles, dans l'organisation réglée du vivre ensemble, pour le prendre très, très généralement, quelque chose de très fondamental a changé, je pense, aujourd'hui, qui met la sensibilité d'autrui au centre. Comme si l'autre était en passe d'être d'abord, de devenir d'abord un être sensible. Sensible à ce qui lui nuit, sensible au mal que je pourrais lui faire. Comme si l'autre était d'abord un soi immunitaire auquel je ne dois pas attenter, moralement, en le jugeant, ou physiquement, en lui faisant du mal. Je dirais que c'est une forme de caricature politique qui est en train de s'installer, une forme d'image très appauvrie de la politique qui est en train de s'installer comme l'ombre d'une vraie politique, une ombre idéologique au fond, mais qui nous concerne de près et qui consiste à dire, au fond, la politique, c'est une forme d'atomisme, c'est chacun dans son coin. Chacun dans son coin, la seule chose qui nous réunit sont des règles négatives, ne surtout pas attenter à la liberté négative des autres, à l'immunité des autres. Cette politique immunitaire, au fond, cette politique très pauvre, elle est fausse, on le sait très bien. Nous ne sommes pas fondamentalement des soi immunitaires, ce n'est pas comme ça que s'est construit l'État, que s'est construit progressivement une démocratie. Elle s'est construite par des engagements communs, par des courages, par des jugements qui étaient des jugements sur autrui. Il y avait des ennemis, des alliés, etc. Et ça n'est pas la coexistence passive d'atomes immunitaires, ça n'est pas cette coexistence passive qui a fait la politique, ça n'est pas ainsi que les hommes vivent et font la politique. Or, ce qui est au fondement, je pense, ce qui est au fondement de cette vision, au fond, assez malheureuse et assez déflationniste et assez pauvre de la politique, je pense, au fond, c'est l'idée que nous sommes fondamentalement, avant d'être des vivants parlants, des vivants politiques, des vivants qui instaurent du commun, avant d'être tout cela, nous sommes des vivants vivants, de simples vivants, sensibles à ce qui est bon ou mauvais pour eux, et ne voulant surtout pas être atteints ou offensés par les autres. Ce qui est au fondement, en quelque sorte, de cette pauvre politique, c'est la vie, la simple vie, la vie simplement vivante, et qui oublie que nous sommes aussi des vivants parlants et pouvant parler pour les autres, à propos des autres, nous engager dans des projets communs, etc. etc. Donc je pense que quand nous mettons la sensibilité au centre, la sensibilité des animaux au centre, au fond, nous allons vers quelque chose de... Enfin, nous retrouvons une forme d'image politique au fond très pauvre, mais qui nous concerne tous, qui consiste à dire, au fond, voilà, nous sommes tous des vivants comme les autres, nous sommes tous fondamentalement des vivants. Je ferai simplement remarquer que ce qui est en train de s'installer en ce moment, c'est un peu plus loin encore. On est en train de se préoccuper beaucoup, vous l'aurez remarqué depuis 1 an ou 2, des plantes, des arbres. Vous l'avez remarqué, c'est assez frappant, une espèce de nouvelle frontière en quelque sorte. Comme si les animaux s'étaient acquis, bon voilà, on est tous les mêmes, on est tous des vivants sensibles. Mais il y a encore mieux, il y a les arbres. Et comme s'ils devenaient en quelque sorte politiquement incorrects, mais selon cette mauvaise politique, cette politique très pauvre, de dire, oui, mais enfin tout de même il y a une différence. Ah non, mais tout de même, regardez, ils sentent, ils souffrent, ils communiquent les uns avec les autres, il y a une intelligence, les arbres, etc. Bon. Il me semble que là, il y a une vision très radicalement, ou très radicale de la politique, mais très, très pauvre aussi, qui est en train de s'installer, comme si nous étions d'abord des isolats, des sois, au même titre qu'un animal, au même titre qu'un arbre. Au fond, nous sommes tous pareils de ce point de vue-là. Nous méritons tous ce respect et cette immunité. Alors, là aussi, je dirais, exactement comme je vous disais à l'instant, nous sommes, à travers le panorama naturaliste, nous sommes en passe de devenir les spectateurs de notre humanité.
Bien, je dirais de la même manière que cette politique déflationniste, cette politique immunitaire, cette politique purement vitale en quelque sorte, nous sommes des vivants avant d'être des vivants parlants, eh bien là encore, d'une certaine manière, elle nous met au spectacle. Là encore, elle nous rend passifs, chacun dans son coin, surtout ne pas juger, surtout ne pas construire en commun. Ça n'est pas par hasard si au fond son expression appropriée, c'est une expression purement juridique, une forme d'automatisme juridique, un automatisme des droits, et non pas le politique, non pas la construction en commun, non pas le discours en commun, mais le juridique. C'est une forme qui peut dégénérer en passivité, le juridique. Ça peut être simplement chacun ses droits, puis il y a des normes automatiques qui règlent la coexistence. Et donc il y a là encore le risque, je dirais, d'une passivité. Passivité non pas épistémique, mais morale. Le fin mot, le dernier mot du rapport à autrui, c'est un automatisme où nous sommes les uns à côté des autres et il y a un droit qui règle nos relations. Et là encore, je pense qu'il y a une forme de danger, de démission, non plus épistémique mais morale, de passivité, où se perd en quelque sorte la valeur militante des principes, comme dit Alain Badiou, une forme de militance pour des projets communs, qui nous rappelle que nous ne sommes pas que des vivants les uns à côté des autres. Alors je terminerai par la troisième motivation, je vais être plus rapide, mais il me semble qu'elle est essentielle, cette troisième motivation, ce troisième aveuglement. Au fond, le premier singe se bouchait les oreilles en disant « je n'écoute pas ce que disent les sciences humaines ». Le deuxième s'interdisait de rien dire d'offensant, donc il se bouchait il mettait sa main devant la bouche, ne pas offenser. Et le troisième ne veut pas voir, parce que le troisième, au fond, c'est ce que j'appellerais une motivation métaphysique ou anti-métaphysique. C'est très simple, et ça, je pense que c'est là encore une sensibilité d'époque. Quand les gens disent la différence n'est que de degré et pas de nature, ils écartent très vite ce qui pourrait être une différence métaphysique, une grosse différence métaphysique. Comme si distinguer l'homme de l'animal, comme dit distinguer l'homme de l'animal, allait nécessairement faire revenir avec elle toute une métaphysique de l'âme séparée du corps, par exemple, ou de Dieu séparé du monde, et qu'il fallait absolument conjurer ce risque par une anti-métaphysique, une forme de réductionnisme en quelque sorte, qui rabat l'essentiel de l'analyse, du coup, sur, la plupart du temps, une forme de matérialisme, où rien ne se passe, si je puis dire. On pourrait, pour structurer cette question, dire que ce qui est en question ici, c'est une forme d'analyse substantielle. L'analyse substantielle, c'est par exemple une analyse cartésienne qui dit le corps, la matière, c'est une substance et l'esprit, l'âme, c'est une autre substance. Et elles sont séparées comme peuvent l'être deux choses, deux substances. Quand on raisonne comme ça, on raisonne assez grossièrement, en termes substantiels. Il y a un autre type d'analyse qui est beaucoup plus intéressant, qui est l'analyse fonctionnelle, l'analyse en termes de comportement. C'est beaucoup plus intéressant de comparer des comportements animaux et des comportements humains dans une même situation, plutôt que de raisonner substantiellement et de dire l'homme c'est un corps animal avec un esprit. C'est un corps animal avec la culture, grand C, la technique, grand T, le langage, grand L, grande substance comme ça qui vient en plus du corps. Parce qu'on raisonne assez grossièrement quand on raisonne substantiellement ou métaphysiquement. On raisonne plus finement quand on interroge les comportements, le sens des comportements, et là on peut apercevoir fonctionnellement une différence radicale entre l'homme et l'animal, à travers le langage en particulier, à travers le fait que nos comportements obéissent à des règles, s'insèrent dans des institutions. Tout l'univers de la culture, dans lequel on trouve langage, institutions, règles, configure des comportements très 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 différents de ce qu'on trouve chez l'animal. Mais cette analyse fonctionnelle, qui repère une différence radicale, n'est pas une simple analyse substantielle. C'est pas dire que l'homme c'est un corps animal avec une espèce de substance qui plane au-dessus des eaux, qui s'appellerait le langage, sans qu'on sache trop ce que c'est, la culture, la technique, la morale. Bon. Et donc, je pense qu'on peut à la fois distinguer radicalement, mais bien le faire, sans retomber dans une métaphysique, sans retomber dans un discours substantiel, un peu grossier. Je terminerai juste en disant que c'est le problème de l'anti-métaphysique, qui consiste à dire on ne veut pas de la métaphysique et donc on se rabat sur une forme de discours assez plat, c'est que du coup ça induit un discours
assez pauvre, parce qu'au fond, on a le choix au fond, qu'entre un réductionnisme très plat et une analyse substantielle, au fond, assez grossière, mais on oublie tout ce qui est entre les deux. Par exemple, si vous dites un billet de banque, si vous voulez absolument éviter la métaphysique à propos d'un billet de banque, vous dites on ne va surtout pas parler de signification, ce serait de la métaphysique, donc on va dire un billet de banque, c'est juste du papier. Non, ce n'est pas juste du papier. La vérité du billet de banque, ce n'est pas l'imprimeur qui la détient. Un billet de banque, c'est une convention, c'est une institution. Mais disant cela, je ne dis rien de métaphysique. Vous voyez qu'entre le fait de définir le billet de banque par une espèce de lourde métaphysique à l'ancienne et puis un réductionnisme plat, il y a entre les deux une institution, un discours sur les institutions, les règles, les contrats, qui est un discours entre les deux, qui est intéressant, qui est le bon discours à propos du billet de banque, mais on n'est pas soumis à cette... Et la confiance, bien évidemment, absolument. Et le crédit, parce que crédit vient de confiance, etc. Et donc, c'est là qu'on comprend ce que c'est qu'un billet de banque. Mais on n'est pas soumis à cette alternative, ce renversement du pour au contre, où voulant éviter la métaphysique, on retombe dans un réductionnisme. Et il me semble qu'aujourd'hui, les discours sur l'humain, malheureusement, sont des discours assez pauvres, parce que, comme s'il fallait absolument éviter la métaphysique, donc soit on se rabat sur un réductionnisme au fond très plat, soit on n'en est pas content, on n'est pas satisfait de ce réductionnisme, et donc on a sous la main, si je puis dire, que de grandes entités, et vous interrogez les gens, vous dites c'est quoi l'être humain? Ah ben là, l'être humain, il a la conscience de soi, grande substance. Alors, moi j'ai examiné la conscience de soi des chimpanzés, des animaux dans l'ouvrage, et je me suis aperçu que le discours scientifique sur la question était très très naïf en quelque sorte, assez grossier, comme si la conscience de soi c'était simplement le fait de reconnaître, c'est le fameux test de la tache rouge devant le miroir. Bon, c'est assez grossier la manière dont ce concept est utilisé. C'est un concept très substantiel, très grossier, et on voit bien que la conscience de soi chez l'humain, par exemple, c'est quelque chose d'incroyablement et fonctionnellement très fin. Ça passe par rapport aux autres, rapport de confiance aux autres, de mon statut justement, d'être reconnaissance par les autres, de mon statut social, de mon corps, de ma biographie, etc. Bon, il y a toutes sortes de paramètres fins, si je puis dire, qui interviennent dans ce concept, qui n'est pas un gros... Ce n'est pas la conscience ou la conscience de soi, c'est plus fin que ça. Et donc la métaphysique et l'antimétaphysique sont mauvaises conseillères parce qu'au fond, rien ne se passe, on en reste à une image de l'homme, au fond, soit ancienne métaphysique, soit nouvelle réductionniste, mais on rate l'essentiel et ça me semble dommage. Bon, pour terminer, il me semble que, au fond, ce que j'ai tenté de dire dans l'ouvrage, c'est que ce discours sur l'homme animal comme les autres. Animal comme les autres, c'est une expression que je reprends un collègue qui s'appelle Francis Wolff, qui avait expressé cette expression assez heureuse. Il dit la figure de l'humain aujourd'hui, c'est l'homme animal comme les autres. De l'animal, pardon, homme comme les autres ou l'homme animal comme les autres. Cette figure-là, au fond, moi, ce que je perçois d'assez préoccupant et qui m'a toujours gêné, c'est une forme de démission épistémique, morale ou même antimétaphysique. C'est au fond, les choses se font assez mécaniquement. Le cerveau, le gène, nos ancêtres chimpanzés, c'est l'essentiel de notre humanité. L'humanité n'est pas quelque chose que nous faisons lorsque nous parlons, lorsque nous instituons, lorsque nous décidons d'obéir ou non à une règle. De même, le paysage moral, il se définit comme un ensemble, comme une forme d'atomisme automatique en quelque sorte, va vers une forme de passivité que je trouve assez préoccupante. Le vivre ensemble, c'est davantage que simplement vivre à côté les uns des autres sans surtout se gêner les uns les autres. Ça peut être davantage que cela. Et donc, il me semble que l'humain mérite en quelque sorte un discours d'une certaine manière resubjectivé. Être humain, c'est se faire humain en chacun de nos actes. Quand je dis après vous, après... je passe après vous, ce simple geste de civilité, eh bien, je m'y engage en quelque sorte. Et si je ne m'y engage pas, ça se fera tout seul parce qu'il y a une règle pour ça. Bon, mais c'est un peu dommage qu'il y ait une règle plutôt qu'un comportement et un engagement. Et donc, je pense que le discours sur l'humain mérite en quelque sorte ce réengagement ou cette resubjectivation. Et que, bien évidemment, ce que nous apprend la science ou ce que nous apprend un certain combat animaliste, c'est important. Mais d'une certaine manière, on peut faire mieux. On peut resubjectiver ce discours. Merci.
Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Merci pour la profondeur de ces analyses. Comme on l'avait soupçonné à travers toutes ces questions et cette actualité là, qui part un peu dans tous les sens, il y a un écho d'évolution extrêmement profonde et qui, nous, vigilants, nous intéresse particulièrement. Et je pense que cette question, en fait, ça renvoie à des choses qu'on perçoit à travers de multiples exemples. C'est un peu la fragilité la construction humaniste de laquelle on bénéficie encore, mais on voit à quel point, enfin, vous avez parlé d'appauvrissement de la politique, de choses, tendance à laquelle on pourrait aussi trouver de nombreux exemples. Je fais juste peut-être un mot pour rappeler que Mark Human, le fondateur du club, avait un attachement tout à fait particulier à ces questions de la cause animale et était aussi à donner au club sa vocation humaniste et je pense que ce qu'on débat aujourd'hui l'aurait beaucoup intéressé. Moi, j'aurais une première question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réarmer les sciences humaines, en quelque sorte, dont on a vu, dont vous nous dites qu'en fait, il y a un peu une défaite, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu abdiqué devant cette offensive scientiste? On n'avait jamais posé cette question, qui est une très bonne question, parce que là, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire, hein, sur le naturalisme. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je pense que la révolution cognitive, elle reconfigure l'ensemble du discours, et il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un nouveau paradigme, hein, une nouvelle configuration du savoir, et on ne va pas contre un paradigme. Et donc moi, par exemple, tout ce que je lis en psychologie, en sociologie, etc., passe en général par ce vocabulaire. Sauf que soit on relit les anciens, c'est intéressant de le faire, et on essaye, on tente des dialogues à ce moment-là avec les sciences cognitives et la psychologie cognitive, la sociologie cognitive, et ça me semble une première chose, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas tout de la sociologie cognitive ou de la psychologie cognitive, mais on dialogue en revenant à Durkheim, en revenant à Mauss, en revenant à Piaget, etc. Et on montre que toutes sortes de passerelles sont possibles. Mais on essaie de le faire finement, précisément, et je pense que c'est ce que font un certain nombre de penseurs. On accompagne une forme d'auto-réformation ou d'auto-transformation du cognitivisme, et ça appartient à toute science, qui, comme toute science, d'une certaine manière, met de l'eau dans le vin originel, qui est un vin toujours très radical, et puis il se trouve que, par exemple, la cognition, comme on dit, depuis une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, se réchauffe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la cognition, ce n'est pas juste un traitement d'informations abstrait, hein, comme on avait pu le penser à partir de l'informatique, mais elle se réchauffe au sens où elle s'incarne, par exemple. Premier réchauffement, c'est de montrer que le fonctionnement intellectuel, il est partie lié avec le fonctionnement organique du cerveau et donc le fonctionnement biologique du corps, et que donc penser, c'est aussi être un corps dans le monde, avec toutes sortes de relations avec le monde. Et donc la cognition s'est rendue beaucoup plus concrète. Ça donne lieu à une cognition embedded, par exemple, hein, embarquée dans un corps, ou enacted. L'énaction, c'est l'action, c'est le fait qu'un corps est d'abord un corps agissant plutôt qu'un corps qui se représente le monde. Et donc, cette cognition réchauffée par l'incarnation, par le fait d'être liée à de l'action ou à de l'énaction, elle fait évoluer la cognition de manière beaucoup plus concrète. Et là, par exemple, moi qui ai fait ma thèse sur un phénoménologue français qui s'appelle Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, à la différence de Sartre, Sartre était très cartésien. Sartre pensait l'esprit comme un esprit absolument libre, hein, de se projeter lui-même dans toutes les situations. Et à cela, Merleau-Ponty ne cessait de rétorquer que nous sommes d'abord un esprit incarné dans un corps et que ce sont les relations concrètes du corps avec son environnement qui font notre vie. Eh bien, Merleau-Ponty aujourd'hui, donc bien avant le tournant cognitiviste, Merleau-Ponty aujourd'hui dialogue avec certaines sciences cognitives, avec une certaine inaction. Donc cette auto-transformation de la cognition, de la psychologie cognitive, et d'une certaine manière du naturalisme contemporain, fait que des dialogues peuvent se renouer avec des sciences humaines plus accueillantes à la compréhension, à la signification. Voilà. Donc moi je dirais ça comme ça, non pas une confrontation hard, hein, mais une forme d'auto-transformation et donc des dialogues. Oui, pour poursuivre dans le sens de votre conclusion, quelles conséquences sur notre vie quotidienne ces auteurs tirent-ils? Est-ce que ça veut dire que dans notre alimentation, le véganisme, dans notre comportement, pour ne pas écraser une fourmi, on
ce n'est pas quelqu'un avec qui on n'a qu'une différence de degré, dans tous les animaux qui sont en liberté, est-ce que par derrière cette thèse, il y a un type d'organisation sociale et de comportement quotidien qui serait profondément modifié? Ou est-ce que ce sont des thèses qui restent au niveau des spéculations, dont les conséquences concrètes, vous les avez dites, mais restent à un niveau un peu, je dirais, intermédiaire? Là, vous parlez du combat animaliste. Oui, les animalistes, tous ces gens, vous le dire, est-ce qu'ils vont plus loin et tirent des conclusions, des conséquences de notre vie quotidienne? À partir du moment où ces tests sont vrais, que faisons-nous tous les jours? Est-ce qu'il ne faut plus manger du tout d'animaux? Est-ce qu'il faut avoir un comportement complètement quotidien différent quand vous allez dans la nature? Est-ce qu'il faut, comme en Inde, mettre les vaches en liberté? Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, sur notre vie quotidienne? Bon, la première question, vous savez bien, c'est la question alimentaire. Et donc la première conséquence d'un discours de l'égalité, de considération, c'est pas toujours une égalité de traitement. Hein, ça, les grands utilitaristes le disaient. Il ne s'agit pas d'apprendre à lire un cochon. Hein, il s'agit simplement de faire qu'il ait un peu plus d'espace vital, etc. Bon. La première conséquence, elle est alimentaire. C'est qu'on cesse de manger des animaux, de les exploiter pour les manger. Alors dans une version assez radicale, c'est la fin des animaux domestiques. Hein, la fin de... on les libère, on ouvre les cages en quelque sorte, avec toutes les conséquences de première main, si je puis dire, parce qu'au début c'est catastrophique. Si vous laissez un animal domestique dans la nature, il n'est plus sauvage, donc il va se faire tuer très rapidement. Hein. Et puis ensuite, on peut imaginer qu'ensuite, passé cette phase de transition, ils ne seront plus là et il y aura d'autres espèces d'animaux. Mais c'est un geste assez radical, c'est-à-dire on arrête toute forme d'exploitation parce qu'on ne les mange plus. Donc la question alimentaire, elle est importante. Et puis il y a tous les vêtements, il y a toute l'exploitation en laboratoire, enfin toute l'expérimentation en laboratoire, sachant que on peut être radical ou on peut l'être un peu moins. C'est-à-dire qu'on peut considérer, par exemple, alors concernant l'alimentation, qu'on peut manger, il y a une forme de radicalité végane qui a sa vertu, si je peux dire, parce que voilà, c'est tout de suite, c'est dans millions d'animaux dont on transforme la vie. Puis il y a ce qu'on appelle plutôt les flexitariens, non plus végétariens mais flexitariens, c'est-à-dire manger moins de viande et faire attention à cette viande qu'on mange, à se préoccuper de la vie qu'a eu le poulet que je suis en train de manger, est-ce qu'il a vécu en liberté dans une ferme ou plutôt dans un élevage, dans des conditions abominables, etc. etc. Sachant que ce discours-là, que moi je tiens souvent parce que je trouve qu'il accompagne une évolution plutôt que... on ne choisit pas son tempérament, mais c'est cette idée qu'on peut faire mieux et accompagner cette évolution pour au moins 3 raisons. La première, c'est que on se soucie du sort des animaux. Deuxième raison, le coût écologique de l'exploitation animale est faramineux, et donc il y a une raison écologique qui plaide aussi pour manger moins de viande. Et puis il y a un coût sanitaire pour la santé soi-même. C'est toujours meilleur de manger moins de viande que d'en manger autant. Et donc il y a 3 raisons. Une raison morale, une raison écologique et puis une raison médicale, si je puis dire, qui font qu'on a tout à fait intérêt à manger moins de viande. Donc il faut y aller d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous sommes tous en train de faire. Oui, Alain Granger-Cabane, d'abord, grand merci d'avoir, comme on dit dans mon village, remis l'église au milieu du village, justement, pour un grand nombre de notions. Merci aussi d'avoir, en sous-thème de votre intervention, réhabilité les notions de progrès, de raison et de volonté, qui, je trouve, face à la démission que vous avez fustigée à plusieurs reprises, manque singulièrement. Alors ma question est simple, est-ce que cette tendance incontestable que vous avez décrite et très bien analysée, est-ce que ça nous est propre à nous, les mâles blancs occidentaux, pour reprendre une autre périphrase plutôt de notre chérubin président? Est-ce que c'est donc quelque chose de spécifiquement occidental ou est-ce que c'est partagé dans les civilisations, les cultures asiatiques, africaines, pour prendre deux bords différents? Bon, mais ma réponse sera nuancée, il faut imaginer. Je ne dirais pas que c'est juste nous, mâles blancs, enfin nous, l'Occident, dans une forme de progressisme. Ce n'est pas juste le progressisme occidental, si je puis dire, qui est concerné, parce que, alors évidemment, il l'est au premier chef, on voit bien qu'il y a une forme
de pointe avancée du progressisme. Il y a une image qui est importante, qui est une image de Peter Singer, c'est un ouvrage de 82, un ouvrage The Expanding Circle, le cercle qui s'étend. C'est-à-dire que consiste à dire le 19e siècle a libéré les Noirs, si je puis dire, de l'esclavage, le 20e siècle a libéré les femmes en quelque sorte de la tutelle masculine, et une grande nouvelle frontière, c'est les animaux qui ont pour eux de ne pas être leurs propres avocats parce qu'ils ne parlent pas, et donc ce sont les victimes absolues, et donc c'est le dernier et l'ultime combat, et vous voyez, dans une forme de continuité de tous nos combats progressistes. Donc bien évidemment, il y a une logique très occidentale dans cette histoire. Sauf que, et donc ça, d'une certaine manière, ça explique qu'en effet, le combat bio, le combat animaliste, il est peut-être plus acéré, plus offensif, justement parce que c'est le dernier combat, vous voyez. Et puis on lutte pour des gens qui ne peuvent pas se défendre, donc il y a une forme de radicalité dans ce combat. Donc on voit bien chez les véganes quelque chose de très radical qui consonne avec des combats très humains. On voit bien que c'est très politiquement radical de combattre pour les animaux, comme on a pu combattre pour les femmes, par exemple. Et il y a des convergences des luttes, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, qui est un peu le dernier cri des combats progressistes, où on va croiser le combat animaliste avec le combat disons, ou féministe, par exemple. Sauf qu'il y a des ressources dans des pays non occidentaux que nous n'avons pas, qui sont des ressources spirituelles, de type, par exemple, animiste, ou l'hindouisme, bien évidemment, pour citer un des cas les plus fameux. Mais ça veut dire que dans des pays de souche animiste, si vous voulez, vous avez des ressources morales que nous n'avons pas et qui sont très importantes pour penser, par exemple, le droit de certaines espèces végétales. Parce que, par exemple, en Amérique du Sud, certains pays d'Amérique du Sud sont en pointe dans le fait de donner à un arbre, une espèce végétale comme un type d'arbre, ou à un fleuve, un droit. C'est pas délirant de donner un droit, en fait, c'est simplement... Le premier moment où ça s'est posé, c'était au début des années 70, je crois, au moment où Walt Disney voulait implanter un nouveau parc d'attractions dans une vallée, et il a été question de donner à cette vallée un droit. Vous voyez, il y a un écosystème qui, tout d'un coup, a un droit qui est représenté juridiquement, et on va pouvoir défendre le droit de cet écosystème à son intégrité. Bon, c'est pas totalement délirant, c'est simplement que il a un avocat, et on peut plaider dans les tribunaux pour l'intégrité de ce système. Donc c'est pas délirant, sauf que dans ces pays-là, mais je pense aussi à l'Australie et à certains aborigènes qui se battent pour la défense de leur territoire. Ça rejoint certaines coutumes ancestrales, ça rejoint certaines croyances qui animent certaines espèces ou certains endroits, et qui fait que quand on donne un droit, quand on donne un statut juridique à cette espèce ou à ce lieu, eh bien, d'une certaine manière, ça coule de source pour eux, parce que ce lieu était animé, ce lieu avait une personnalité. Donc de la personnalité morale animiste à la personnalité juridique, rationnelle, il n'y a qu'un pas, d'une certaine manière. Et ça explique que, d'une certaine manière, ces pays-là soient en avant de nous. Vous voyez ? Il y a 3 pays d'ores et déjà en Amérique latine, je ne sais plus, j'ai du mal à vous répondre, mais qui ont donné, de manière très active, des droits à des espèces ou à des lieux, ce qu'on n'a pas encore fait en France. Oui, au-delà des aspects moraux, écologiques que vous avez évoqués pour le progrès de cette théorie animaliste, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a derrière des aspects plus économiques, c'est-à-dire en gros, à qui profite le crime ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que derrière, il y ait des grands trusts qui préparent les marchés de demain et qui ont envie de prendre des parts de marché qu'il faut, ou en tout cas de se positionner dans un mouvement qui pourrait leur rapporter de l'argent ? Vous parlez de l'industrie bio, en fait. Bio, oui, ou alimentaire d'une manière générale. Mais vous voulez, dans cette façon de tirer profit de cette révolution animaliste. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Je pense qu'il y a 2 façons de faire évoluer les choses. Il y a le droit, il y a la voie haute, de faire évoluer la législation. Et donc vous savez que depuis 2015, février 2015, l'animal dans le droit civil français, dans le code civil français, est reconnu comme un animal, un être vivant doué de sensibilité. Donc il y a cette voie haute, si je puis dire. Et puis il y a la voie basse, c'est-à-dire, sachant que nos sensibilités évoluent, il devient beaucoup plus lucratif de vendre bio et d'estampiller sur tel type de poulet le fait qu'il a été élevé en plein air, etc. Et donc, bien évidemment,
Et je pense que, d'une certaine manière, ce sera l'essentiel, les 3/4 ou les 4/5 de cette révolution viendra par là, parce que c'est énorme, ça touche à l'alimentaire de manière immédiate. Et donc de voir que les sensibilités évoluent, évidemment, intéresse l'industrie alimentaire de manière très importante, et ça va beaucoup évoluer par cette voie-là, je suis sûr, oui, en effet. Mais au-delà du fait que ça les intéresse, est-ce qu'ils ne sont pas moteurs derrière ? C'est en fait ça ma question. Est-ce que c'est pas eux qui poussent ? C'est une question que je me pose. Je me demande si nous, à Paris, on ne se fait pas un peu d'illusions sur le fait que maintenant les gens mangent bio, etc. Est-ce que ce n'est pas nous, consommateurs parisiens, un peu... Est-ce qu'il n'y a pas une niche ? Oui, parce que vous allez en région, comme on dit maintenant, en province. Je ne suis pas sûr que le bio est le vent en poupe. Alors, bon, mais peut-être qu'il y a peut-être y avoir un effet social ou sociologique. Ça fait chic, de même que ça fait chic de ne plus fumer. Vous remarquerez qu'il a été très rapide. Hein. C'est pareil, il y a eu la loi E20, qui a produit ce qu'elle a produit, mais il y a très vite, de manière très américanisée d'ailleurs, le fait de ne pas fumer, le fait d'avoir une hygiène de vie, etc., est devenu un peu chic. Et ça a été très rapide, l'abolition de la cigarette. Le fait que les gens fument comme ça à la fenêtre plutôt qu'à table, etc., ça a été très rapide, pour des raisons de sensibilité sociale en quelque sorte. Vous êtes presque populaire de fumer encore, et d'une certaine manière, la consommation de cigarettes reste quelque chose de très populaire, de certaine manière, hein, les analyses le disent. Peut-être que la révolution bio, elle va venir pour des raisons comme ça un peu narcissiques, parce que c'est quand même plus chic d'être progressiste et de plaider pour l'animal que le contraire. Et donc si ça se répand depuis la niche parisienne, hein, ce sera peut-être aussi pour ces raisons-là, et qui intéresseront l'industrie forcément. Mais pour l'instant, il y a peut-être un effet de niche, en effet, je ne sais pas. Enfin, si je peux répondre, parce que j'ai été dans ce métier, le bio se développe très très vite et il est antinomique avec le mass market et les grandes sociétés, puisque dans le bio, il y a je cultive sur mon balcon, je ne transporte pas, je plante mes tomates moi-même, enfin, etc., etc. Donc les grands groupes, ils ne savent pas comment manipuler ce truc-là. Donc si tu veux, ça n'est manifestement pas une fabrication des grands groupes qui, eux, ont fait, entre guillemets, leur fortune et leur efficacité sur produire en très grande quantité de manière automatique. Bon, donc là, c'est zéro. Alors moi, j'avais 2 remarques à faire et une question. La première remarque, c'est que tout de même, dans la nature, on dit à l'homme, il ne faut plus manger les vaches, mais il faudrait dire au lion qu'il ne faut plus manger les girafes, ou au ver qu'il ne faut plus manger les cadavres, ou à la menthe religieuse qu'il ne faut plus manger son mari. C'est-à-dire que quelque part, voire pour les arbres, qu'il ne faut plus ni les brûler, ni en faire de la menuiserie. C'est-à-dire que quelque part, dans ce truc-là, il y a une loi de la nature qui tout à coup a disparu. C'est que ce n'est pas un problème d'homme par rapport aux animaux, c'est un problème d'espèce par rapport à d'autres espèces. Le deuxième, c'est que c'est en général les mêmes gens qui sont véganes et qui ont des animaux de compagnie. Or, un animal de compagnie, c'est un animal esclave. Il devrait y avoir une campagne qui dit « couper les laisses des chiens ». Mais non, mais attendez, aujourd'hui, on détruit les boucheries, il faudrait libérer les 60 millions d'animaux de compagnie avant de libérer peut-être les animaux domestiques. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites c'est mieux de moins manger de viande. Peut-être. Enfin, ça fait tout de même partie du bol alimentaire. On peut le substituer probablement, mais moins manger de viande. On peut moins en manger, mais pas du tout. Ça va un peu plus loin. Alors, la vraie question que j'ai, c'est celle sur la sensiblerie. C'est-à-dire qu'effectivement, il me semble, je pense que c'est Max Weber qui a distingué l'éthique de situation et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, éthique de responsabilité. L'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Max Weber, en effet. Max Weber. Et quelque part, on tourne à la sensiblerie systématique. J'allais dire à la limite, le problème des migrants, je vais faire bondir un certain nombre de gens dans la salle, on ne regarde que le malheur des migrants. On ne regarde pas qu'un migrant a décidé de partir et qu'il sait ce qu'il attend. Alors je ne dis pas que c'est bien de ne pas l'aider, mais si vous voulez, quelque part, chacun d'entre nous est un homme, est responsable d'une partie de ses actes, et aujourd'hui, on ne s'attaque qu'à la sensiblerie pour une raison très simple, c'est que la responsabilité, on la file à la collectivité. On dit l'État doit se démerder avec tous les problèmes. Au passage, d'ailleurs, on détruit la tribu, on détruit la famille, on détruit l'amitié, parce que c'est l'État. Maintenant, si vous voulez, si vous avez des oncles incarnés, vous avez le droit d'attaquer l'État.
Si vous êtes handicapé, vous avez le droit d'attaquer l'État, etc., etc. Voilà. Comment? Pourquoi? Comment? Alors, trois questions, dont une énorme, mais je vais essayer de répondre rapidement. Les animaux sauvages qui s'entretuent, c'est le cauchemar de l'animaliste. C'est-à-dire qu'il a une responsabilité qu'il veut la plus large possible, et évidemment, il ne peut pas tout. Et donc, s'il libère, par exemple, s'il ouvre les cages et qu'il libère les animaux, ces animaux vont se faire manger très rapidement. Et d'une certaine manière, quand il plaide pour la sentience, pour la sensibilité au bien et au mal, enfin à la souffrance et au plaisir, quand il plaide pour la sentience, il s'aperçoit vite que la sentience a ses limites dans un monde naturel où on s'entretue et où il y a une chaîne alimentaire qui fait que c'est comme ça. Bon. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que l'éthique animale est souvent en totale contradiction et en grand conflit avec l'éthique environnementale. Ce n'est pas les mêmes. La sensibilité écologiste, ce n'est pas la même que la sensibilité animaliste. La sensibilité écologiste, elle s'attache à des espèces animales ou végétales. La sensibilité animaliste a des sensibilités individuelles. Et donc c'est là qu'il y a une limite. Il y a une limite, même universitaire de certaine manière. Il y a une limite aussi dans le raisonnement de l'animaliste qui s'aperçoit que les espèces, elles ont leur vie, elles ont des relations qui sont des relations de prédation la plupart du temps. Bon. Le blé a conquis le monde, le rat a conquis. Oui, par exemple, où les frelons asiatiques sont en train de nous de conquérir nos abeilles. Bon. Sur les animaux de compagnie, vous disiez les animaux de compagnie. Je disais qu'il faudrait déjà les libérer de l'esclavage, quoi. Oui, alors là aussi c'est pareil. Il y a des frictions, si je puis dire, du côté de l'éthique animale, parce qu'en effet, un discours assez radical consiste à dire, regardez, c'est du paternalisme, voire de l'esclavage, etc., etc. Bon, là, il y a des gens, peut-être un peu plus, à mon avis, un peu plus de bon sens, y compris du côté des animalistes, qui disent, oui, tout de même, l'animal, est-ce que ce n'est pas une forme d'anthropomorphisme de projeter sur l'animal sa liberté, sa responsabilité, alors qu'au fond, ce qu'il recherche, c'est essentiellement un bien-être. Et donc, moi, ça ne me gêne pas personnellement qu'un animal de compagnie soit heureux, mais aux dépens de sa liberté, parce que je pense que je projette sur lui une forme d'idée de responsabilité individuelle. Bon. Mais il y a du côté animaliste, voilà, parfois ce bon sens qui consiste à dire, bah oui, mais l'important c'est quand même leur bien-être et non pas leur liberté. Bon. Alors sur ce que vous appelez la sensiblerie, c'est vrai qu'on délègue à l'État, et là encore c'est une forme de démission, on est spectateur en quelque sorte, y compris de la question des migrants, c'est-à-dire qu'on va rouspéter, du coup on fera une espèce de politique très fantasmatique, très sensible sur les migrants, puis on dit mais en même temps l'État ne fait rien. Bon. Donc une forme de démission politique assez forte. Il y a une expression intéressante, c'est Big Mother à propos de l'État. Ouais. L'État très maternant qui en effet doit... C'est un ouvrage d'il y a une quinzaine d'années de Schneider, qui est un psychanalyste, qui avait examiné justement tous les ressorts un peu affectifs de notre rapport à l'État. L'État me doit tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a... Une fois qu'il a réglé les rapports interindividuels, il me doit mon bien-être, il me doit un certain bonheur, etc. Il doit tout dans ma vie. Et donc il y a une espèce de grand maternage comme ça, qui est un maternage d'époque, c'est vrai. Et qui du coup, je suis assez d'accord avec vous, peut-être déresponsabilise notre rapport aux migrants. C'est-à-dire que ça en fait au fond un rapport assez fantasmatique, comme si c'était juste de pure sensibilité. Donc on s'apitoie, on bat notre coulpe, mais sans que grand-chose se passe. C'est assez frappant. Et se passe au niveau européen, en effet, oui. Je suis d'accord, oui. Juste une question. Vous avez évoqué Dieu, enfin vous avez prononcé ce mot un petit peu. Il me semble que qu'on définissait l'homme, finalement, en disant la différence entre l'animal et l'homme, c'est la première fois qu'il a commencé à enterrer ses morts, il a commencé à avoir une forme de spiritualité, quelque chose d'artistique dans les grottes, les peintures rupestres. Et évidemment, on vit dans un Occident qui est de plus... où la religion est quelque chose, vous n'en avez pas vraiment parlé d'ailleurs, mais qui était central et qui devient quelque chose de périphérique. Et finalement, on vit beaucoup avec des scientifiques athées. Et dans les neurosciences, aujourd'hui, finalement, l'âme, vous en avez parlé un tout petit peu, l'âme, c'était finalement ce qui distinguait l'homme de l'animal aussi. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'âme, mais seulement un cerveau matériel, ça vous en avez parlé, finalement, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre l'homme et l'animal ? Par rapport à cette... il me semble que c'est central, que c'est vraiment là où se trouve
le manque, finalement, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence? Pourquoi voilà, c'est ça. Oui. Deux choses. Le discours sur la sépulture et sur la spiritualité, il a été très important. Il y a une paléanthropologie française, théillardienne en particulier, mais pas que, qui a été très fortement l'œuvre, enfin en tout cas très liée à un certain catholicisme en France, au début du XXe siècle. Et mais on peut prendre un peu de recul par rapport à ça, parce qu'au fond, de manière très simple, non pas un recul athée ou quoi, c'est pas ça la question, c'est qu'au fond, est-ce que ça n'est pas un artefact? Parce qu'au fond, ce qui nous reste essentiellement, nos ancêtres, ce sont des grottes, et puis des sépultures, et puis aussi des silex taillés, ce qui tend à valoriser ce qui n'était pas forcément leur vie, c'est-à-dire l'art, la sépulture et la technique. Vous voyez, parce que c'est ce qui reste tout simplement des millions d'années après. Ce qui reste, en effet, ce sont des pierres taillées plutôt que du bois, par exemple, ou des cabanes. Ce sont des grottes avec de la peinture plutôt que des institutions juridiques, par exemple, et ce sont des sépultures plutôt qu'autre chose. Et donc, très curieusement, le spirituel, c'est ce qui reste le plus, parce que ce sont les traces les plus durables. Hein, la sépulture, le culte des morts, donc d'une certaine manière. C'était fait pour ça. Et c'était fait pour ça, exactement, c'était fait pour ça, et donc c'est ce qui reste. Et donc ça induit, en quelque sorte, peut-être une survalorisation du spirituel, là où on pourrait aussi attendre l'importance des institutions, d'autres types d'institutions juridiques, du côté de la politique extérieure de guerre contre les autres tribus, etc. Bon. Et donc on peut revenir un peu sur ce dossier-là, parce que c'est vrai, quand vous interrogez les gens dans la rue, comme ça, vous allez dans la rue, vous dites c'est quoi le propre de l'homme? C'est vrai que la sépulture, le fait d'enterrer ses morts, vient presque tout de suite. Et là, je me dis à chaque fois, mais est-ce que ce n'est pas simplement l'effet du fait que la sépulture a été faite pour durer, et donc c'est ce qui nous reste? De même que la pierre taillée, c'est ce qui reste, et donc on a survalorisé l'homme chasseur, l'homme tailleur d'outils et chasseur, alors qu'au fond, il y avait peut-être bien d'autres choses dans sa vie que la chasse et la taille des pierres. Vous voyez, donc ça, c'est une première chose. Quand vous dites « l'âme a pu être le propre de l'homme », je pense qu'on peut définir la religion autrement. Je reprends mon idée d'analyse substantielle et fonctionnelle. Moi, je pense qu'en effet, il y a du côté du religieux un propre de l'homme, et on aurait bien tort d'oublier ça, parce que quel animal voue un culte à un être suprême ou pense à la vie après la mort. Bon. Donc il y a bien évidemment là un propre de l'homme, sauf que vous n'êtes pas obligé, quand vous dites ça, de prendre la religion au mot et de dire le propre de l'homme, c'est d'avoir une âme au-delà du corps. Vous pouvez simplement dire le propre de l'homme, c'est fonctionnellement le fait de vouer un culte à un être suprême, ou de croire à une vie après la mort et donc à un salut de l'âme, etc. Bon, ça, c'est une analyse fonctionnelle. Vous interrogez des comportements humains. Mais, vous voyez, donc alors là, ça mérite, et il y a une analyse cognitive, d'ailleurs, du religieux, qui est très importante, mais qui interroge la religion en termes d'un certain type de comportement qui n'appartient qu'à l'homme, de toute évidence, et pas aux animaux. Mais ça ne veut pas dire que le propre de l'homme, c'est d'avoir une âme au-delà du corps, ou le propre de l'homme, c'est d'être lié à Dieu au-delà du monde. Vous voyez, quand vous êtes scientifique, vous mettez entre parenthèses la vérité ou la fausseté de la religion. Vous examinez juste les comportements. Vous regardez ce que font des hommes qui croient. Vous voyez? Oui, alors, je vous remercie pour votre réponse, mais je pense qu'effectivement, si on regarde tout d'une manière scientifique, la religion, comme vous venez de le dire, est exclue. Toute forme de spiritualité, et donc finalement un peu le propre de l'homme. Mais une autre question, quid de l'humanisme à ce moment-là? Puisque l'humanisme, par exemple à la Renaissance, donc de Pic de la Mirandole, qui reprend le mythe de Prométhée, ou Rousseau aussi, ou même Sartre qui dit que l'existant, avec son existentialisme, est-ce que c'est encore d'actualité ce genre d'interrogation, l'humanisme? C'est d'actualité comme une réaction souvent à une forme de réductionnisme, de naturalisme, qui est donc on va jouer un isme contre un autre. Moi j'ai un peu de mal avec ce mot qui est chargé en effet d'une spiritualité qui n'est pas la mienne, d'une certaine manière, et parce que je substitue à ça plutôt ce qu'on appelle en général la culture. Moi je crois à un naturalisme de la seconde nature, vous voyez. C'est la culture qui a fait l'humain. Et donc, il y a du spécifiquement humain, il y a du propre de l'homme. Et je suis un des rares en philosophie aujourd'hui à croire encore à des propres de l'homme. Mais je ne vais pas jusqu'à humanisme, parce que là, c'est un mot que je ne maîtrise pas, parce que je ne maîtrise pas toutes ces significations passées. Ce ne sont pas forcément les miennes.
Voyez, donc à la fois on peut croire à un propre de l'homme et à une spécificité du vivre humain, fonctionnellement, mais sans adhérer à... Parce que le problème de l'humanisme, si vous voulez, c'est un peu l'idée d'un miracle humain. Vous voyez, une espèce comme si on avait un esprit comme ça, un peu éternel, qui plane sur les eaux et qui fait que nous sommes autre chose que des animaux. Voilà, c'est ça que je ne maîtrise pas dans l'humanisme. En revanche, je crois qu'il y a un propre de l'homme. Je pense qu'il y a une manière rationnelle et parlante d'aménager le monde de l'homme autour du commun, du monde commun. Donc je retrouve sans doute des thèmes humanistes de ce point de vue-là, autour de l'aménagement du monde commun, le projet commun, mais sans une spiritualité qui n'est pas la mienne, si vous voulez, pour le dire simplement. Vous voyez ? Donc moi, plusieurs fois, on m'a dit, mais alors est-ce que vous êtes humaniste ? Je dis non, je ne suis pas humaniste, parce que c'est un mot qui n'est pas ma tradition de pensée. En revanche, je retrouve des thèmes humanistes, vous voyez, mais en mettant entre parenthèses une certaine spiritualité, un noyau de spiritualité humaniste qui n'est pas le mien. D'accord. Donc finalement, vous êtes du côté de l'homme plutôt que des animaux, mais pas jusqu'au divin, oui. D'accord. L'homme entre les bêtes et les dieux. C'est très grec. Oui, Philippe Tixier. Vous venez juste de citer le mot plus fort. Vous venez juste de citer le mot bête. Moi, je voudrais aussi citer Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que s'il veut faire l'ange, eh bien, il fait la bête. Est-ce que tout ce mouvement-là en faveur des animaux que vous avez parfaitement décrit, c'est pas aussi une prise de conscience, on va dire, plus profonde, plus actuelle de l'animalité de l'homme dont on n'arrive pas à se défaire ? Parce que nous sommes aussi des animaux avec tous leurs défauts, avec tout ça. Et ça, on a beau être très idéaliste, ça, on n'en sort pas. Hein. Notre bestialité, elle est là pour longtemps. Est-ce que c'est pas ça aussi, je dirais, ce mouvement pro-animaux, c'est aussi cette prise de conscience de notre bestialité propre dont on ne sait pas se défaire. Alors attention à ce qu'on appelle le sophisme de la bestialité. Je ne dis pas ça pour vous, mais ce qu'on appelle, c'est une philosophe française qui s'appelle Marguenot, Françoise Armingaud. Marguenot, c'est un juriste. Françoise Armingaud parle du sophisme de la bestialité en disant la bestialité, c'est tout le négatif humain, la violence, la sauvagerie, etc., qu'on projette de manière un peu mythologique sur les animaux. Comme s'il y avait dans l'animalité barbarie, excès, etc. Bon. Et donc, le mot bête, moi je l'emploie parce que ça peut être pratique, ça parce que c'est un peu affectueux de parler des bêtes comme ça, c'est pas si déshonorant, donc c'est un mot que j'emploie parfois, mais il y a aussi dans le mot bête, parfois, l'idée de bestialité, là c'est plus embêtant parce qu'on projette une espèce de fausse vision de l'animal. Bon, mais je ferme cette parenthèse. Concernant notre animalité, c'est pareil, là il faut faire attention. Parler de notre animalité, c'est comme s'il y avait en nous un corps animal et puis une superstructure culturelle, disons. Le langage, les institutions, les règles. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que vous avez raison, nous sommes des animaux d'une certaine manière. Il y a une histoire évolutive qui nous a transformés. Mais ce qu'on dit en général à propos du corps humain, c'est que de part en part, il est transformé par le culturel. Vous trouverez très peu de nature en vous. C'est ça que je veux dire quand je dis c'est pas vrai de manière un peu brutale. Hein. C'est que l'ensemble, vous voyez, vous avez appris à dormir, vous avez appris à faire vos nuits quand vous étiez un nourrisson. Donc le biologique très tôt a été acculturé. Tout le biologique en nous, en quelque sorte. Nous ne faisons pas l'amour comme des bêtes, c'est pas vrai. Nous faisons l'amour. Le mot l'amour, vous voyez. Ben non, mais justement, vous ne vous mettriez pas nu ici, comme ça, vous seriez très gêné de le faire. Vous savez, je serais très gêné moi de me mettre nu, etc. Non, parce que notre rapport à la sexualité, notre rapport aux excréments, tout ça est extrêmement chargé de signification humaine. Le simple fait qu'ici même, dans un petit déjeuner, je prononce le mot excrément est gênant, vous voyez. Et ça ne gênerait aucun chimpanzé de vous jeter des excréments s'il est en colère. Donc, le biologique en nous a acquis des significations très profondes. Et d'une certaine manière, le culturel n'est jamais plus culturel et plus humain que du côté du biologique, c'est du côté de la sexualité. Lévi-Strauss l'avait très bien montré. Le culturel commence par la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire une règle très forte, qui interdit certains accouplements, qui en autorise d'autres. Bon. Et donc le culturel n'est jamais plus lui-même que du côté du biologique, là où le culturel imprime sa marque du côté du biologique, c'est-à-dire la sexualité, l'alimentation, le rapport au corps. Vous voyez, et donc quand je dis non, nous ne sommes plus des animaux, c'est que l'animalité en nous est transformée de part en part. Alors évidemment, nous sommes des vivants. Nous accomplissons des fonctions vivantes. Donc nous mangeons,
nous avons une sexualité, etc. Nous respirons, nous dormons, etc. Toutes sortes de choses, mais ça ne fait pas de nous forcément des animaux comme les autres. Vous voyez, ce sont des fonctions très humaines, si je puis dire. Alors ensuite, la culture n'est pas toute puissante. Il se trouve que quand vous dormez, vous êtes plus proche du biologique que quand vous parlez avec un micro à un philosophe. Ouais, tout ça, c'est très, très humain. Bon. Mais ce matin, moi, au sortir du lit, j'ouvre un œil, je suis pas loin d'être un animal, d'une certaine manière, même si j'ai appris à dormir selon un cycle continu. Bon. Et puis, je prends ma douche, je mets une chemise, une cravate, et puis une cravate intellectuelle, en quelque sorte. J'essaie d'éclaircir ma voix, de parler, etc. Donc, tout ça, c'est de l'humain qui revient au galop en début de journée, et je me réhumanise à partir d'un fond d'animalité, si vous voulez. Bon, on peut dire ça comme ça. Mais je dirais que même ce fond d'animalité, vous voyez, c'est un peu une limite idéale, parce que même dormir, je l'ai appris en quelque sorte. Donc nous sommes des vivants, je dirais plutôt que des animaux. Nous sommes des vivants parlants, par exemple, des vivants culturels. Mais moi, j'ai un peu de mal avec l'idée d'une animalité, comme s'il y avait une couche d'animalité, vous voyez, et puis une couche d'humanité. Je dirais plutôt qu'il y a une intégration de l'animal par l'humain ou par le culturel, vous voyez, qui donne des significations très humaines à l'animalité en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vision un peu structurelle de notre humanité. Vous voyez, c'est une structure globale. Vie comprise, vie biologique comprise. Vous voyez? Vous êtes humaniste, c'est bien. Non, pas humaniste. Je crois à un propre de l'homme. C'est un peu différent. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Ne croyez-vous pas que les peuplades africaines, les aborigènes, ou celles qui vivent en Amérique du Sud, dans la forêt, dans l'Amazone, ont tendance et respectent beaucoup plus l'animal, y compris lorsque ils tuent ces animaux pour vivre. Mais il y a un respect fondamental du chasseur envers le gibier, et dans de différentes peuplades, du reste, ont des fêtes pour célébrer l'animal. Quel est votre point de vue? Vous avez tout à fait raison. Alors là, je vais vous répondre par un auteur dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le grand anthropologue du Collège de France depuis quelques années, qui s'appelle Philippe Descola, qui est très, très connu, qui a écrit une espèce de best-seller il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Et il dit, nous, en Occident, nous avons institué un rapport à la nature qui est un rapport de séparation radicale, et donc nous exploitons la nature, nous exploitons les animaux et les espèces naturelles, mais d'autres ontologies, d'autres façons de conceptualiser le rapport entre la culture et la nature, entre l'homme et les animaux, sont possibles, notamment du côté animiste, par exemple, parce que l'animisme, ce sont des rites, en particulier, de pacification synégétique. La synégétique, c'est tout l'art de la chasse. Et donc la chasse, c'est une grande blessure, en quelque sorte, entre l'homme et l'animal, que l'animisme ne cesse de cicatriser. C'est-à-dire, je sais que je pars en chasse demain, eh bien, je vais invoquer l'esprit du jaguar, je vais, de manière propitiatoire, essayer de me faire pardonner cet acte. Une fois que le jaguar est mort, je vais veiller à son âme, etc. etc. Et donc, là, tous les rites, le noyau, en quelque sorte, des rites animistes sont des noyaux de chasse, pour essayer de se faire pardonner, en quelque sorte, cet acte-là. Et donc, vous avez tout à fait raison. Et donc, ce que dit Descola en particulier, c'est que nous, occidentaux, dans cette grande scission, cette grande séparation entre l'homme et la nature, nous aurions intérêt à nous inspirer d'une certaine paix animiste entre l'homme et l'animal, de ce rapport pacifié, en quelque sorte, qui est le fait d'un certain animisme africain. Et puis lui, il était parti chez les Jivaro, les Achuar Jivaro d'Amazonie, où il a aperçu tous ces rites en acte. Et donc, voilà ce qu'il dit. La seule chose, moi, que je réponds à ça, c'est que je veux bien pacifier, et je trouve qu'on va vers cette pacification du rapport à la nature et aux animaux, mais je ne peux pas redevenir animiste. Je ne peux pas redevenir animiste. Je ne peux pas croire que les animaux ont la même personnalité, le même esprit que le nôtre, hein, ou qu'un arbre a lui-même un esprit, ou qu'un lieu a un esprit. Je ne peux pas croire sans penser que je délire, parce que l'Aufklärung, les Lumières, un certain rationalisme occidental est passé par là. Et donc, on peut s'inspirer analogiquement de l'animisme, mais pas littéralement. Moi, je ne peux pas même me mettre à faire délirer la nature avec nous, comme disait Spinoza. Je ne peux pas redevenir animiste, pas à ce prix-là. Et c'est vrai que nous attend une certaine fantasmagorie du côté de cette réconciliation avec la nature qui arrive en quelque sorte par l'animalisme, mais aussi maintenant avec les plantes. Ce qui arrive, c'est aussi
c'est aussi une certaine fantasmagorie. Je pense qu'il faut s'en méfier. Il faut garder la tête froide par rapport à cela. Parce que quand, sur un plateau de télévision assez récemment, Wolleben, qui était le fameux auteur allemand qui parle de l'intelligence des arbres, disait comme ça qu'il y a au fond chez les arbres, enfin dans les arbres, une intelligence, des émotions, de la communication, etc. Et nous n'avons rien à leur envier. Aucun des protagonistes sur le plateau ne disait rien par politesse, si vous voulez. Mais j'espère qu'ils n'en pensaient pas moins, et j'espère que les générations à venir n'en penseront pas moins. Vous voyez, on n'est pas obligé de délirer au moment où on se réconcilie avec la nature. Il faut raison garder. Voilà, exactement. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Étienne Mabonnet, merci beaucoup pour ce dialogue. Merci à vous pour vos de questions. haut niveau. Je vous recommande la lecture de...